Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Qu'entrepreneur, un petit peu spécial parce qu'aujourd'hui on est à Femmes et Challenge, c'est le deuxième épisode que nous tournons, le premier étant avec Aurore Le Peintre. Aujourd'hui nous sommes, à mon avis, encore sur un épisode de qualité puisque nous sommes en compagnie de Ophélie Van Bremer, ça se prononce bien ? Très très bien. De la start-up Zac Group. Oui, exactement. Ophélie, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. D'habitude je pose la question, est-ce que c'est ton premier podcast ? Mais je sais déjà que non, parce que tu as le tien, Zac a dit. On pourra en parler après si Carrément, tu veux. avec plaisir. Et je ne suis pas seul, on n'est pas seul Ophélie puisque nous sommes avec un co-hôte d'exception pour cet épisode. C'est gentil. En la personne de Jean-Louis Louvel, dirigeant de PGS Group. Si tu veux, tu peux faire un petit speech rapide de ce que c'est PGS Group. Un PGS, on va faire simple, c'est le leader de la palette en bois, la palette de manutention en Europe. Ok, et vous récupérez, si moi j'ai ma palette, je peux te la filer ? Oui, tout à fait. Oui. Au lieu d'en faire du mobilier, toi, mais tu peux aussi en faire du mobilier. Mais en tout cas, voilà, on a démarré dans le reconditionnement, on est devenu fabricant, donc industriel, fabricant de palettes. Okay. Et puis après, on est aussi sieur, forestier, exploitant forestier, propriétaire forestier. Okay. Et voilà. Ok, vous faites pas mal de choses. Toute la chaîne est intégrée. Belle boîte. Vous êtes les seuls en France ? Non. Au contraire, on est sur un marché hyper atomisé. Par contre, on est les seuls à avoir construit un maillage du territoire et être parti d'ailleurs à l'international puisqu'on est maintenant dans 13 pays. Ok, gros truc alors. Concernant Ophélie, j'ai noté pas mal de choses, mais je pense qu'il est préférable que ce soit toi qui nous explique un petit peu ton parcours, d'où tu viens, tes études, etc. Ophélie, t'es qui toi ? Donc je m'appelle Ophélie Van Bremer, comme c'était bien prononcé, j'ai 25 ans, je suis d'origine lilloise, j'aime m'engager pour des causes qui me tiennent à cœur, que ce soit la préservation de l'environnement ou aussi l'égalité homme-femme sur divers sujets. Et donc concrètement, qu'est-ce que je fais ? Je suis la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Zac. Donc en fait, en France, il y a plus de 110 millions de lunettes au fond de nos tiroirs. D'ailleurs, les auditeurs qui nous écoutent, ils ont peut-être des lunettes inutilisées depuis 1 ou 2 ans au fond d'un tiroir. Et la volonté de Zac, c'est de se dire, en fait, quotidiennement, de plus en plus, on s'interroge sur l'origine de nos vêtements, d'où ils viennent, par qui ils sont faits, dans quelles conditions. Et les lunettes, comme celles que tu portes, au bout de ton nez, je ne pense pas que tu t'es posé la question, mais qui les a faites, dans quelles conditions, à combien de kilomètres. Et en fait, l'idée, c'est de se dire, on peut développer une économie circulaire de la lunette. Donc Zac, c'est une société d'économie circulaire en 3 étapes. On collecte les lunettes inutilisées, on n'a plus de milieu de collecte. Ensuite, on va les reconditionner en créant de l'emploi pour des personnes en situation de handicap ou d'insertion. Et ensuite, on va les remettre sur le marché à moindre coût, en dessous de 100 €, pour que ce soit accessible à tous et garanti de nouveau 2 ans. Okay. Et du coup, j'ai 2 magasins dans le nord de la France et à peu près 250 distributeurs partout en France qui, il y a un petit peu en pays limitrophes, qui ont des corners de seconde main. Okay. L'idée, c'est qu'on est comme des corners de seconde main dans le textile, mais qu'en optique, ce soit Zac. Les points de collecte, ils sont où ? On en a 1000 partout en France. Il y a des typologies. Est-ce que c'est dans les centres commerciaux ? Est-ce que c'est dans des pharmacies ? Où est-ce qu'on peut les déposer ? Franchement, partout. Ça dépend des lieux où on est, mais on travaille soit on travaille avec des entreprises privées. Par exemple, là, je sais que Carglass, on va travailler avec eux, si on peut citer des noms, prochainement. Des sociétés comme Decathlon, mais certains Decathlon. Tout plein d'opticiens, forcément, l'enseigne Écoutez Voir avec laquelle on travaille. Des opticiens indépendants. Enfin, ça dépend. Vraiment, on a milieu de collecte assez différents. Des écoles aussi pour sensibiliser la prochaine génération. Donc c'est assez varié. Ok. Et une fois qu'elles sont recyclées, réutilisées, ces lunettes, elles retournent chez des opticiens ? Oui, carrément. L'idée, c'est vraiment, on est souvent considéré un petit peu comme le back market dans l'image des lunettes, parce que si tu avais un iPhone 14, ça reste un iPhone 14. Il y a quand même une meilleure image. Non, mais oui, nous on conditionne tout en France. Carrément. Mais vraiment, c'est pour ça que j'ai bien précisé dans l'image, dans l'idée, si c'était un produit qui avait une première origine, on garde la même origine. Si c'était une Ray-Ban telle année Wayfarer, ça reste la Ray-Ban telle année Wayfarer. Ok. Tes études dans tout ça, parce que aujourd'hui, c'est toujours les chefs d'entreprise, ils ont toujours des études qui sont pas toujours, mais la plupart du temps qui sont pas en corrélation avec ce qu'ils font aujourd'hui. Peut-être un peu plus. Moi, j'ai eu l'idée, j'avais 17 ans. C'était à la fin d'un cours de philosophie. J'ai regardé mes lunettes et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait de nos anciennes montures ? Et après, pour des histoires philo, en plus. Oui, en philo. et après, première année donc à la Cato, moi j'ai fait la Cato de Lille. On devait faire un business plan sur la bière, étant d'origine lilloise. Mais j'ai une très mauvaise tolérance à l'alcool. Et du coup, je me suis dit, je vais aller voir mon professeur et je vais lui parler de mon autre idée. Et du coup, je lui ai parlé des lunettes reconditionnées. Et en fait, j'ai développé tout le long de mes études, donc pendant mes 3 années d'université à la Cato, en économie-finance. Et après, pendant quasiment 2 ans à l'IESEG, en master business international. Mais en fait, je passais plus de temps à être entrepreneur que sur mes études. Mais justement, le fait d'être entrepreneur, ça m'a donné plein de trucs pour être plus efficace dans mes études. Donc, mais maintenant, je peux pas dire que ça me sert à rien. Mais en fait, le métier d'entrepreneur, tu apprends plus sur le terrain. On revient toujours à la même chose. Quand je parle avec des enseignants ou avec des groupes
des CFA, etc., je leur dis toujours la théorie et la pratique. Pour moi, la pratique, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Carrément. Et là, en gros, c'est ce que tu es en train de nous dire. Ce qui m'a le plus servi, je pense que c'est le théâtre que j'ai fait pendant 10 ans. Et je pense que ça m'a plus servi. Pourquoi pour pitcher ton concept. Oui, pour comprendre. Enfin, c'est bête, mais tu travailles tellement sur tes émotions et autres que du coup, quand tu es face à tes clients, face à des partenaires, en fait, c'est des émotions souvent sur lesquelles tu as déjà travaillé. Tu les reconnais, tu les comprends. Et aussi, tu es plus à l'aise à l'oral. Et du coup, quand tu dois communiquer tes idées et ce que tu ressens, moi, ça m'a vachement aidé. Et je trouve que le théâtre m'a encore plus aidé. T'as joué des grands rôles ? Non. non. C'est quoi ton plus grand rôle ? C'était Flamouche, la sœur de Blanche-Neige. C'était le rôle principal. Mais j'étais toute petite. Mais j'en ai fait pendant 10 ans et ça m'a vachement aidé. Comment on gère vraiment études et entreprises finalement ? On a la chance en France d'avoir un statut qui s'appelle le statut Pépites, mis en place par le gouvernement. Ah, t'as participé à ça. Okay. Ouais, et après, moi, je suis quelqu'un qui, je pense, me caractériserait avec un peu de culot. Ça n'existait pas dans mon école. Ouais. Et en fait, j'ai été voir ma direction et je leur ai dit, écoutez, je venais de gagner un prix qui s'appelait le prix Gabriel. Okay. J'avais 18 ans, j'étais la plus jeune et il n'y avait rien qui me prédestinait trop à ça. Et en fait, c'était le vice-président de Microsoft Monde qui avait lancé le prix Gabriel en hommage de son fils Gabriel qui s'avait perdu. Et en fait, sur 350, on s'est retrouvé 42 incubés et j'étais parmi les 5 lauréates. Et du coup, je me suis dit, il y a un truc, j'ai beau être jeune, vas-y, je teste. Et du coup, j'ai été voir mon école. Quand tu as passé ça faisait combien de temps que tu bossais déjà sur le concept ? Ça faisait 6 mois, je pense. C'était court. Ouais, c'était court. Mais je me suis dit, en soi, je sens que j'ai un truc. Je me suis dit, j'ai eu une histoire de famille un peu compliquée. J'ai été dans un univers où la maladie était assez présente. Ouais. Et du coup, quand ça touche sa famille, en fait, à côté, je trouve que les risques financiers et autres, en fait, ça me semblait plus facile. Ouais. Et je me disais, j'ai rien à perdre. T'as plus rien à perdre. Carrément. Tu te dis au bon, j'en suis. Ouais, et en fait, ça développe une résilience. Et du coup, je me disais, franchement, en fait, rien ne touchera plus que les humains qui étaient autour de moi. Ouais. Et du coup, je me suis lancée et au culot, j'étais voir mon école. Ils m'ont dit, si tu veux. Et en plus, ils m'ont donné une bourse, ce qui m'a permis de financer mes études. Et pareil, l'IESEG après, en fait, mes études, elles ont été 100% remboursées par l'école. Okay. Donc, ce qui m'a permis de finir mon cursus scolaire tout en. Mais après, c'était vraiment, j'allais demander, j'expliquais à mes professeurs la démarche, j'essayais d'être proactive un petit peu dans tout ça et leur dire, je crois en mon idée, c'est pas facile de faire les deux. Est-ce que vous voulez bien me donner un petit coup de pouce et juste essayer d'arranger les cours, quoi. Donc, Gabriel, Pépite. Oui. Après, c'est beaucoup de travail par soi-même, mais c'est ce qui m'a permis d'avoir des premiers fonds. Parce que comme j'avais 19 ans quand je me suis lancée, les concours, je ne sais pas comment Jean-Louis s'est lancé au départ, mais je trouve que c'était le moment où il y avait tout ce qui était Startup Nation ou autre. Ouais. Et du coup, il y avait vachement de prix d'entrepreneurs étudiants, etc. Et du coup, j'en ai gagné quelques-uns à droite, à gauche comme ça. Ça m'a fait quand même 47 000 € de subvention au départ. Et du coup, ce qui m'a fait un petit levier bancaire. Que tu as utilisé comment ? Pour la première boutique à l'usine de Roubaix, c'est dans le nord de la France, c'est vraiment le terroir et un petit peu industriel textile. Je connais un peu. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est pour ambition d'être le premier centre éco-responsable à Outlet. Et en fait, le directeur s'est barré au bout de 6 mois de projet. Nous, ça faisait 6 mois qu'on était là. Donc on s'est dit, résilience. Et en fait, on a une opportunité dans le Vieux-Lille. Enfin, on l'a plutôt créé. Et je me suis dit, 60% de notre clientèle est lilloise. Je prends le risque, je fais un tour de table non dilutif. Donc prêt d'honneur, recherche de subventions et autres pour ouvrir dans le Vieux-Lille. Okay. Et donc ouverture dans le Vieux-Lille, le magasin il marche bien. Cette année on va faire plus 68% par rapport à l'année dernière, donc c'est cool. Et il y a à peu près maintenant 2 ans, on collectait plus de 300 000 lunettes par an. Maintenant on est à 70 000 par mois, donc c'est beaucoup plus important. Ouais. Et on s'est dit, mais avec 300 000 lunettes, un magasin ça en distribue 1500, en fait on va pas nous pouvoir tous les remettre sur le marché. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé notre offre de seconde main. Et en fait il y a l'enseigne Écoutez Voir qui est venue toquer à notre porte en disant ce que vous faites on aime beaucoup, est-ce que ça vous dirait de travailler ensemble ? Plus des indépendants. Et je me suis dit, il y a un truc, leur conditionner ça se fait partout. Dans l'optique on est là depuis déjà à cette époque-là 4 ans, autant qu'on construire et essayer de grandir ensemble. Hop. Désolé d'interrompre cet épisode de qualité, mais il faut que je vous tease quelque chose d'important. Vous avez probablement remarqué que le podcast devient le média authentique pour développer une stratégie de marque. Et si vous voulez vous y mettre vous aussi, mais que vous vous posez encore des questions, il se peut que j'ai bientôt la solution pour vous. Femacom développe sa propre formation en podcast afin que vous puissiez faire entendre votre voix, votre expertise, votre marque, votre passion, et tout cela à travers 10 modules. De l'aboutissement d'une idée à la promotion, la parution sur les différentes plateformes en passant par le matériel nécessaire, voire même les étapes de post-production, tout vous sera dévoilé et tout ça basé sur l'expérience de qu'entrepreneur. En 1 an, ce podcast local a rapporté 15 000 € de chiffre d'affaires à l'agence Femacom.
Je pense fondamentalement qu'il y a de l'avenir dans les podcasts locaux et que vous pouvez faire la même chose. Si jamais vous êtes intéressé par cette formation, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux ou par mail à contact@qu'entrepreneur.fr pour faire partie des premiers contactés. C'est tout pour moi, je vous laisse tranquille avec la suite de votre épisode. Ok, et il y a une vraie explosion. Et c'est quoi les actions qui ont été mises en place pour que ça évolue comme ça, aussi vite, entre 2024, cette année, enfin 2023 et 2024? Je pense que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est aller au contact de mes clients. Donc vraiment, en fait, comprendre la problématique client. Donc en fait, là, j'ai passé mes derniers jours à aller voir les clients de Normandie, qui d'ailleurs sont top. C'est les meilleurs. On a eu un super accueil, ils ont des super ventes et autres. Laissez-nous parler. non, mais c'est vrai. Objectivement, c'est la région, par exemple, qui a le plus collecté de lunettes sur toute la France, avec les enseignes, les opticiens avec lesquels on travaille. Et du coup, c'est vraiment comprendre, faire évoluer l'offre, être au contact du client en disant qu'est-ce que t'aimes pas, comment on peut faire pour co-construire, le reconditionner ensemble. Parce que l'opticien, pour lui, c'est nouveau, il y a les remboursements de mutuelles, donc c'est quand même un métier qui est vachement réglementé. Donc si tu les accompagnes pas, tu les rassures pas et tu co-construis pas, ça va être compliqué. Donc premier sujet, auprès de ses clients. Deuxième sujet, c'est savoir prendre les bonnes décisions. Je pense que ça fait qu'un an et demi que je me sens vraiment chef d'entreprise. Avant, je me sentais plus start-upeuse. Et où là, j'arrive à me dire, je sais que je prends les bonnes décisions parce que c'est les bonnes décisions pour ma boîte. Donc là, j'ai racheté les parts de mon associé, par exemple, qui avait 10% de ma société. Du coup, t'es toute seule? J'ai 2 directeurs qui sont salariés, mais du coup, je me suis fait accompagner de profils entre guillemets plus seniors. Et du coup, des personnes qui ont déjà de l'expérience. Complémentaires. Ouais, carrément. Une directrice logistique, un directeur commercial, et qui viennent de leur métier d'origine, vraiment la supply et le commerce. Ils venaient de ma principale enseigne. Et vraiment, c'est de se dire, j'essaie de co-construire une équipe parce que je pense que le deuxième pilier, c'est l'équipe et les humains qui t'accompagnent, que ce soit ton équipe ou j'ai un board de bienveillance aussi qui m'aide à prendre les bonnes décisions. Et la communication. Ah, quand même. Oui, la communication. Jean-Louis, tu as une petite question ou pas? Oui. Après, moi, j'ai été ravi quand j'ai découvert Ophélie. Et ce qui m'a beaucoup séduit, c'est son enthousiasme débordant. Elle a une énergie incroyable en elle. Ça a l'air. Justement. Et je pense qu'elle a d'ailleurs peut-être répondu, mais dans ma vie, quand j'ai rencontré des jeunes, là en l'occurrence une jeune fille, 24 ans, qui a déjà son idée à 19 ans, ça commence à être rare, et qui pour moi, Ophélie, elle a une dose de maturité inhabituelle pour son âge. Et je dis souvent, c'est qu'il a dû se passer quelque chose dans la jeunesse, dans l'enfance, qui nous a, c'est mon cas aussi d'ailleurs, c'est pour ça que je le comprends d'autant mieux, mais qui nous a donné comme une dose d'irradiation de maturité. C'est pas normal qu'à son âge, elle soit aussi mûre et aussi mature. C'est quoi la raison à toi, Jean-Louis? Dans les propos, il y a quelques instants où elle a parlé de sa famille et de problèmes de santé dans sa famille. En plus, je crois que tu as perdu notamment ta mère. C'est pas un secret. En fait, ma boîte s'appelle Zach parce qu'en fait, ma maman est tombée malade quand j'avais 7 ans et je l'ai perdue à 17 ans la semaine de mon bac. Donc, ce qui n'est pas le truc le plus... Mais du coup, pendant 10 ans, j'étais dans un environnement de maladie où elle faisait des cancers à répétition. Et en fait, pendant toute cette période de maladie, elle avait un espoir. Et elle essayait de s'extraire et de s'engager elle aussi sur d'autres choses. Et elle faisait notamment des petits bouquins pour expliquer aux enfants ce qu'était le cancer. Et elle signait Zach et des œuvres. Et quand je l'ai perdue, elle m'a laissée avec 2 choses. La première, c'est soit indépendante, parce que pendant 10 ans, même si avec mon père ça se passait bien, elle était totalement dépendante de quelqu'un d'autre. Et après, le deuxième sujet, c'est la vie, elle est courte. Elle est tombée malade, elle avait 38 ans. Et elle m'a dit, si tu veux faire des trucs, lance-toi maintenant. Et du coup, ça m'est resté en tête. Et du coup, première année à la Cato, je me suis dit, j'ai envie de faire ce truc. Vas-y, j'y vais au culot et chercher un nom pour ma boîte. Et du coup, ma boîte s'appelle Zach pour les valeurs qu'elle m'a transmises. Et oui, ça fait grandir parce que je peux pas dire que je le vois comme une chance et comme une force parce que c'était un événement qui était compliqué. Mais maintenant, en fait, la vie, je la vois de façon beaucoup plus simple et je sais qu'on peut se relever de quasiment tout, je pense. Et en fait, c'est des leçons que je suis très heureuse et très reconnaissante d'avoir eu tôt. Parce que du coup, quand il y a un problème, moi je me dis juste, c'est une étape en plus et ça ira. Et du coup, je pense que ça développe une résilience, c'est ce qui est important quand on est entrepreneur. Tu vois, ça fait peut-être à peu près 40 épisodes, je ne sais plus exactement, que je tourne avec des chefs d'entreprise où on parle pendant 2-3 heures. Là, on fait un épisode de 20 minutes. Et je crois que c'est la première fois où il y a cette notion de résilience réellement et où on part d'une problématique qui est liée à l'enfance, comme tu disais, et que tu puisses ton énergie finalement dedans, quoi. Je crois que c'est la première fois, 40 épisodes. C'est souvent un propre des entrepreneurs, femmes et hommes. Tu vois, c'est à chaque fois, on est confronté à plein de problèmes dans notre vie d'entrepreneur. C'est pas un long fleuve tranquille. Tu vois. Et à chaque problème, on va s'efforcer de trouver des solutions et de les surmonter. Et donc, on se renforce. Tu vois, on est de plus en plus résilient, de plus en plus combattant et combatif, etc. Quoi. Et toi, il y a une autre question qui me plairait de poser à Ophélie, c'est qu'elle s'est approprié un proverbe
Elle l'a légèrement modifié. Parce que on dit, le proverbe dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais. Toi, par exemple, moi ce matin, à 4h du matin, j'étais déjà levé, toi, donc je suis un lève-tôt. Et elle a modifié en disant que la vie appartient à ceux qui rêvent trop. Voilà. Et je voudrais savoir pourquoi. Parce que, alors c'est un peu en lien avec aujourd'hui, moi on m'a souvent mis en confrontation avec la notion de plafond de verre, en me disant est-ce que comme tu es une femme tu ressens le plafond de verre et tout, et je trouvais ça dingue qu'on me pose la question, et je me suis dit non, je vais pas me rêver moins et me mettre des plafonds de verre, tout ça, parce que moi je suis dans une région où il y a quand même plus d'hommes entrepreneurs ou des choses comme ça, et en fait c'est le fait de me dire moi j'ai un mantra un peu que j'ai dans ma vie, c'est plus je vais tomber bas, plus je vais remonter haut, donc je me dis comme des fois ça a été très compliqué, je me dis que pourquoi je m'autoriserais pas à rêver énormément. Et du coup, c'est vraiment autour de cette notion de plafond de verre, me dire j'ai pas envie d'avoir un plafond de verre, et quand on rêve, je pense qu'on peut y aller. C'est bien, toi, je pense qu'Ophélie, puisque là on est sur le forum Femmes et Challenge, est un beau modèle pour les autres femmes. D'ailleurs, elle va participer tout à l'heure, parce que chez les femmes, moi j'ai 2 filles, et donc je suis très sensible à l'entrepreneuriat féminin et au développement de l'entrepreneuriat féminin, mais c'est comme si elle s'auto-censurait souvent, ou un manque de confiance. Et donc Ophélie, avec son histoire, son vécu, tu vois, c'est tout l'opposé. Elle montre qu'elle a peur de rien, qu'elle peut aller vite, qu'elle rêve trop, ou en tout cas qu'elle rêve haut. Ça, c'est très important, quoi. C'est ce que disait Tony Parker. Je l'ai rencontré il y a 2 semaines. C'est vrai ? Oui. Et peut-être qu'il ne te l'a pas dit, mais pour lui, quand tu expliques ton objectif aux gens, quand tu leur expliques ton rêve, s'ils ne rigolent pas, c'est que ton objectif n'est pas assez élevé. Oui, il nous l'a redit la semaine dernière. Il te l'a redit ? Et après, je lui ai posé une question parce que c'était pour la cérémonie Forbes 30 Under 30. Okay. Ce serait quoi le conseil qu'il aurait donné à des jeunes de moins de 30 ans ? Ouais. Et il a dit la chose qu'il a le plus construite, c'est quand tu peux pas passer par une porte, passe par la fenêtre. Et je trouvais ça cool comme métaphore. Si tu as son numéro, je veux bien le faire passer sur le podcast, c'est déjà pas mal. Il y a son associé qui va être là tout à l'heure, Gaëtan Muller. Ouais, il va être là. Mais il est super sympa. Si vous voulez lui parler du podcast, il n'y a pas de problème. Tony Parker, il est un peu de la région, il a été à Rouen à un moment donné, je crois. Je crois qu'il a grandi en Normandie, si je me trompe. Ouais, alors c'est pour ça, possible, c'est légitime qu'il passe sur le podcast. Il a investi ici parce qu'il a un rat. Oui, c'est ça, il l'a acheté l'année dernière, ou il y a 2 ans, je sais plus. Ouais. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. C'est une question que je pose quasiment à chaque fois. Si tu avais la possibilité de croiser Ophélie Van Bremersch quand elle avait, on va dire, 18 ans, qu'est-ce que tu lui dirais ? D'essayer de plus lâcher prise. Parce qu'en fait, je pense que je suis quand même quelqu'un qui veut tout bien faire. Ouais. Et en fait, des fois, c'est juste le temps qui fera bien les choses. Ouais. Donc, essayer juste de lâcher prise et de dire, de toute façon, quand tu mets les actions et l'énergie pour que ça fonctionne, ça va fonctionner. Et te crée pas des nœuds au cerveau en plus. On reste sur la résilience. Ouais, peut-être. Et Jean-Louis Louvel, il se dirait quoi ? Tout bien faire, c'est bien. Mais ce qui est peut-être déjà mieux, c'est de le faire. Ouais. C'est-à-dire, je pense qu'Ophélie, justement, se met trop de pression. Il n'y a pas besoin de s'en mettre autant. Voilà, c'est exactement. Il n'y a pas besoin de s'en mettre autant. Et que peut-être, elle risque d'avoir un défaut de sa qualité. Sa qualité, c'est son enthousiasme débordant, cette très belle énergie qu'elle a. Par contre, ça peut faire peur. Donc, je dis ça aussi parce que quand j'étais jeune, je suis tombé sur une femme chef d'entreprise qui m'a dit un truc, Jean-Louis, il faut que tu apprennes quelque chose. Et j'avais son âge exactement, 24 ans. Et elle m'a dit, apprends la tempérance. Parce qu'elle dit, tu ne te rends pas compte, j'avais une énergie aussi débordante. Ouais. Elle m'a dit, tu fais peur. Tu feras peur d'ailleurs à ton banquier, à ton investisseur parfois, à ceci, à cela, parce que tu vas trop vite, beaucoup trop vite. Voilà. Donc j'ai appris la tempérance. Si j'ai peut-être un conseil ou... Enfin, conseil, c'est peut-être même vaniteux à dire Ophélie, mais... Et comment tu as fait pour travailler sur ta tempérance ? En fait, venant d'elle, ça m'a beaucoup interpellé. Okay. Tu vois, déjà, ça m'a surpris. Pourquoi elle me dit ça, etc. Parce que je ne me rendais pas compte dans mon attitude, cette énergie, etc. Et après, j'en ai parlé avec d'autres gens qui ont osé m'en parler parce qu'ils n'osaient pas me le dire. Tu vois, c'est pour ça que je te le dis avec beaucoup d'affection. Hein. Voilà. Et je me suis rendu compte après que par le fait, j'allais peut-être un peu trop vite et que les gens se disaient, tiens, lui, il va vouloir faire trop de choses, il va perdre le contrôle, et voilà. Et voilà. Et donc, le but n'étant pas d'en faire trop, mais surtout de les faire et de les réaliser. Et elle a raison, en plus, la vie peut être courte. Hein. Si l'humain pouvait savoir, dès sa naissance, combien de temps il avait, on agirait toutes et tous complètement différemment. Ça, c'est absolument certain, quoi. Et dans le professionnel, ce que je dis à mes 2 filles, mais je crois que c'est pas la peine de le dire à Ophélie, mais en tout cas c'est important pour celles qui nous écouteraient, c'est que dans la vie professionnelle, pour moi la réussite c'est simple, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Si on arrive à ça, elles seront heureuses. Et moi, en tant que père, je serais très heureux. J'adore. Les 2 messages sont complètement différents et moi je prends.
Est-ce que tu veux faire un petit code promo, un code promo qu'entrepreneur pour ceux qui nous écoutent, pour voir, tu pourras le tracer et tout. Ah bah carrément, on peut mettre Femme et Challenge. Femme et Challenge. Et avec un S. Femme avec un S et Challenge avec un S. Et du coup, ça donnerait une réduction de 15% sur le site. Paf, c'est enregistré. Ouais, c'est comme ça, tu traqueras, tu me diras. un message à ma chargée de communication avec plaisir. Merci beaucoup Ophélie, merci avec beaucoup plaisir. Jean-Louis. Merci, Et à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur. Allez, encore un épisode de qualité. Si cet épisode t'a plu, tu peux lâcher un petit j'aime, tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui vont sortir. Mais encore mieux, ce qui serait sympa, c'est que tu recommandes cet épisode à un de tes potes. Voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode de Qu'entrepreneur.